Imaginez que vous vivez dans l'Empire byzantin en tant que personne ordinaire, disons un marchand ou un soldat ou un cuisinier, ou en tant que femme ordinaire, ou même en tant qu'esclave. Comment aurait été votre vie? En quoi la vie dans l'Empire byzantin aurait-elle différé de la vie dans l'Empire romain précédent? Aurait-ce été mieux ou pire? Vous seriez-vous encore considéré comme un Romain? Seriez-vous encore allé au bain comme les anciens Romains? Auriez-vous encore adoré les anciens dieux de vos ancêtres romains? Ou auriez-vous depuis longtemps adoré le Christ? Seriez-vous encore allé au jeu? Et si oui, à quel jeu? Y avait-il encore des jeux de gladiateurs? Ou y avait-il seulement des courses de chevaux? Si oui, pour quelle durée? Des questions sur des questions. Alors essayons de découvrir comment cela devait être de vivre dans l'Empire byzantin. Avant de commencer à découvrir comment cela devait être de vivre en tant que personne ordinaire dans l'Empire byzantin, il serait d'abord intéressant de savoir ce qu'était l'Empire byzantin et ce que signifie ce terme. Ce terme est une invention d'érudits européens de la fin du Moyen Âge ou du début de la Renaissance, comme Hieronymus Wolff, qui a introduit ce terme à un certain moment pour désigner le dernier empire romain d'Orient. Mais c'était un terme péjoratif, car les Européens n'aimaient pas appeler les habitants de cet empire en question, Romains d'Orient, et leur empire, Empire romain d'Orient. Pourquoi pas? Eh bien, parce qu'ils se voyaient comme les véritables successeurs de l'Empire romain avec leur propre Saint-Empire romain, et donc un terme a été introduit qui délégitimerait les Romains d'Orient comme n'étant pas de véritables successeurs de l'Empire romain. De plus, le terme en lui-même n'a aucun sens, puisque la ville de Byzance, qui donne son nom à cet empire, a cessé d'exister lorsqu'elle a été transformée en Constantinople par l'empereur Constantin. Cependant, même si je ne suis pas non plus un grand fan du terme Empire byzantin, j'accepte son utilisation car il est en effet logique de l'utiliser pour le vestige médiéval de l'Empire romain d'Orient. Car les Romains d'Orient ont subi une grande transformation culturelle au 7e siècle après Jésus-Christ. Revenons donc à l'Empire byzantin. Au 7e siècle après Jésus-Christ, la plus grande partie des territoires que les Romains avaient conquis 700 ans auparavant a été perdue au profit du califat musulman envahisseur. Et avec ces pertes, non seulement l'Antiquité tardive a pris fin et le Moyen-Âge a commencé, mais la culture a été totalement transformée. Et nous pouvons commencer à dire que l'Empire romain d'Orient, après environ 700 après Jésus-Christ, peut déjà être appelé l'Empire byzantin, ce qui signifie simplement le reste de l'Empire romain d'Orient au Moyen-Âge, ou la continuation médiévale de l'Empire romain d'Orient. C'est tout ce que ce terme signifie lorsque les historiens modernes l'utilisent, puisqu'il n'est bien sûr pas destiné de nos jours, plus comme un terme péjoratif. Mais son utilisation a été transformée pour simplement désigner ce plus petit empire romain d'Orient médiéval. Et pour moi, cela n'a absolument aucun sens d'appeler l'Empire romain d'Orient, par exemple, au 4e, 5e ou même au 6e siècle l'Empire byzantin, parce qu'à ces siècles, c'était encore l'Empire romain d'Orient. Maintenant que nous avons clarifié cela, regardons comment les gens vivaient dans cette continuation médiévale de l'ancien Empire romain. Qu'avait-il changé? Comme on peut l'imaginer, beaucoup. Les Romains orientaux médiévaux, bien sûr, continuent de se voir comme de véritables Romains, comme les véritables successeurs de l'Empire romain. Mais bien sûr, ils n'avaient au plus grand-chose en commun avec les Romains des siècles précédents, et encore moins avec les Romains du premier Empire romain ou de la République romaine. On peut dire qu'après le 7e siècle au plus tard, la langue était fermement devenue grecque, alors que le latin commençait à tomber dans l'oubli avec la disparition de l'Empire romain d'Occident. Le latin a été remplacé par le grec comme langue administrative et officielle de l'Empire romain d'Orient, au début du 7e siècle après Jésus-Christ. Et bien sûr, les Romains de l'Est étaient assez différents des Romains de la fin de l'époque. J'ai déjà réalisé 2 vidéos détaillant à quel point les Romains de la fin de l'époque portaient des vêtements différents de ceux des premiers Romains, mais les Byzantins de 700 et plus tard portaient bien sûr à nouveau des vêtements quelque peu différents, bien que de nombreux éléments de la fin de l'époque romaine aient été conservés. Les hommes portaient ce qui suit: une chemise, qui était un sous-vêtement à manches longues porté par les deux sexes, et son but était similaire à celui du maillot de corps d'aujourd'hui. Après la chemise, le vêtement le plus porté était la tunica ceinturée ou le long chiton. Il était modelé sur la tunica manicata romaine ou talaris, un vêtement à manches longues coupé d'une seule pièce avec le vêtement ou cousu et attachés aux épaules.
La tunica tombait en une jupe droite et la longueur de la jupe variait de sous le genou jusqu'à la cheville. Un autre type de tunica, la dalmatica, était également largement portée et a été notée comme le vêtement byzantin le plus reconnaissable. Plus ample dans la zone des manches, elle était à l'origine portée par-dessus une autre tunica. Porter une dalmatica est devenu représentatif de ceux qui étaient prêtres ou dirigeants. De plus, les historiens pensent que sous la tunique, presque tous les hommes byzantins portaient un bas ou des chaussettes. Ce qui n'est pas connu, c'est si les chaussettes étaient de Godard. Mais ce que les historiens savent, c'est que le haut du bas devait toujours être caché par la tunique. Les femmes portèrent la tunique et la chemise légèrement différemment des hommes. Lorsqu'elle était portée, la chemise dépassait de la tunique au niveau des poignets, de la jupe et du cou. La silhouette des tuniques des femmes était également légèrement différente de celle des hommes. Les tuniques des femmes étaient les plus ajustées et nécessitaient donc plus souvent l'utilisation de ceintures plutôt que de ceinturons. Cependant, lorsqu'une ceinture était portée, l'art byzantin montre que la ceinture était portée au moins à 3 niveaux différents, juste en dessous de la poitrine, à la taille naturelle, ou juste en dessous de la taille. Les décolletés féminins variaient aussi. Elles portaient toujours des tuniques avec la fente et le style en V comme les hommes, mais elles avaient aussi un troisième type, le décolleté arrondi. Un vêtement souvent porté et uniquement porté par les femmes était la stola. Le même vêtement que beaucoup de femmes de l'ancien empire romain portaient également. Si nous devons juger d'après l'art religieux et les rares représentations d'autres femmes en dehors de la cour, les femmes en général couvraient probablement leurs cheveux en public, surtout lorsqu'elles étaient mariées. De plus, elles étaient malheureusement probablement plus limitées dans leurs déplacements dans la rue par rapport aux hommes. Mais l'impératrice Théodora, l'épouse de l'empereur Justinien, avait promulgué des lois protégeant les droits des femmes. Par exemple, après son règne, les femmes pouvaient plus facilement divorcer d'un mari violent. Elle a également aboli une loi qui permettait de tuer les femmes pour adultère et a promulgué des lois interdisant la traite des jeunes femmes et même des filles. Je dirais donc que les femmes avaient une vie bien meilleure dans l'Empire byzantin qu'à l'ouest, par exemple dans le royaume franc. Une autre chose qui différait assez radicalement des temps romains antérieurs était bien sûr la manière dont la religion était pratiquée. Vers l'an 700, le paganisme était presque éteint. Il ne restait que quelques petits résistants, comme les remarquables Manias dans certaines parties reculées de la péninsule du Péloponnèse. J'en ai parlé dans cette vidéo ici. Par conséquent, bien sûr, il n'y avait normalement, surtout dans les plus grandes villes de l'Empire byzantin, comme Constantinople elle-même, ou Thessalonique, ou Athènes, bien sûr, plus de culte païen ouvert, et probablement même pas de culte païen secret. Tous les temples païens avaient été fermés et étaient tombés en ruine dans de nombreuses régions, transformés en églises, ou leurs matériaux de construction réutilisés pour construire de nouveaux bâtiments. Par conséquent, en tant que personne ordinaire, vous iriez naturellement dans l'une des nombreuses églises orthodoxes grecques qui avaient été construites partout dans l'Empire byzantin. Une autre chose qui avait fondamentalement changé à cette époque était la culture des bains romains. Si vous viviez à Constantinople en 700, cela aurait peut-être été l'une des dernières fois où vous auriez pu prendre un bain comme le faisaient les anciens Romains. La dernière référence à l'utilisation des bains de Tsoaxippus pour se baigner date de 713 après Jésus-Christ. Après cela, les bains sont de plus en plus tombés en désuétude. Les aqueducs avaient été détruits lors du siège persan avare de 626 et après les énormes désastres de la guerre persane de 602 à 628 et les pertes ultérieures au califat musulman, beaucoup d'aqueducs avaient en fait été détruits. Et de nombreuses villes avaient été touchées par une grande période de population et beaucoup de bâtiments ont commencé à tomber en ruine. Par exemple, Constantinople en 700 après Jésus-Christ n'avait qu'environ 100 000 habitants, comparé à 500 000 juste 150 ans plus tôt. De grandes parties de la ville étaient désertées, à l'instar de ce qui s'était passé à Rome après les 3 sacs du 5e siècle. J'ai parlé de l'état étonnamment désolé de Constantinople en 800 après Jésus-Christ dans cette vidéo ici. Et donc, l'ancienne coutume du bain gréco-romain a lentement disparu. Cette ancienne coutume n'a survécu que sous la forme de bassins de baptême, mais ils étaient purement destinés à être utilisés dans un contexte rituel religieux, et donc pas destinés à passer de longues périodes dedans. Qu'en est-il des jeux? À l'époque de la Rome antique, on pouvait se rendre au Colisée pour voir des jeux de gladiateurs ou des chasses d'animaux. Vous pouviez aller à l'un des nombreux cirques de la ville, le plus grand étant le Circus Maximus, et assister à d'incroyables courses de chars. Pouvait-on faire cela dans l'Empire byzantin?
Eh bien, les jeux de gladiateurs avaient déjà été interdits au 5e siècle, en fait, à plusieurs reprises, ce qui signifie probablement qu'ils ont encore eu lieu dans 400 en secret. Cependant, dans 400 plus tard, ils ont probablement disparu avec la chute de l'Ouest. Et à Constantinople, par exemple, il n'y avait même plus d'arène pour les jeux de gladiateurs à l'époque de Justinien. Vous pouviez bien sûr encore assister à d'incroyables courses de chars. Cependant, lorsque l'Empire s'est trouvé confronté à une guerre constante de tous côtés, et lorsqu'il a perdu l'Afrique, l'Égypte et le Levant, les courses de chars sont également tombées dans l'oubli. À partir de 700 après Jésus-Christ, les courses de chars deviendraient beaucoup moins fréquentes et prendraient souvent un rôle plus cérémonial. Et pourtant, encore rarement lors d'occasions spéciales. Même en 800 ou 900 après Jésus-Christ, vous pouviez toujours aller à l'ancien hippodrome qui aurait probablement montré son âge à ce moment-là, et voir les bleus et les verts se disputer comme au bon vieux temps, mais avec beaucoup moins de spectacles et d'émeutes. Les courses ont continué sous cette forme diminuée jusqu'au XIIe siècle, lorsque la zone de l'hippodrome a progressivement perdu de son importance et a finalement été abandonnée en 1453 lorsque Constantinople est tombée. L'hippodrome était depuis longtemps une ruine à moitié délabrée et abandonnée. Bonjour chers amis de l'histoire romaine tardive, c'est moi, Sébastien, le créateur et la personne derrière Majorianus. Je m'excuse pour cette brève interruption, mais je voulais demander votre aide pour soutenir Majorianus et pour soutenir la chaîne, afin que nous puissions garder Majorianus, une chaîne sur l'histoire romaine tardive. Comme vous le savez, l'algorithme de YouTube n'est souvent pas très gentil avec des sujets de niche comme l'histoire romaine tardive, et donc j'ai vraiment besoin de votre soutien pour garder Majorianus tel qu'il est, pour garder une chaîne sur l'histoire romaine tardive, afin que nous puissions continuer à explorer cette époque la plus fascinante de l'Empire romain tardif, et afin que nous n'ayons pas à transformer Majorianus en une chaîne d'histoire grand public. Merci de considérer de me soutenir via Patreon ou via l'adhésion à YouTube. Je ne peux pas assez vous remercier, je vous remercie du fond de mon cœur. Majorian lui-même serait fier. Merci les amis de l'histoire romaine tardive et retour à la vidéo. En raison d'être considéré comme païen par l'Église, le théâtre séculier avait perdu la cote en 700 après Jésus-Christ, mais le théâtre ecclésiastique pourrait encore exister. Mais malheureusement, cela n'est pas prouvé à 100%. Donc on ne sait pas si on pouvait encore aller au théâtre en 700 après Jésus-Christ. Et bien sûr, on pouvait aller aux nombreux marchés des grandes villes byzantines. Constantinople en avait beaucoup. Ou même, après 700 après Jésus-Christ, les marchands vendaient encore des marchandises de pays lointains. Vous paieriez toujours avec l'ancien solidus au singulier, ou solidi au pluriel. Des pièces d'or qui avaient encore été continuées de la même manière depuis l'époque romaine. Et cela resterait ainsi jusqu'au XIe siècle, lorsque le solidus commencerait à être fortement dévalué. Un solidus valait 420 fols, et les plus petites unités de paiement étaient les numis, de petites pièces de bronze, où 16 800 d'entre elles ne donneraient qu'un seul solidus. Et les esclaves, alors? Dans la Rome antique, l'esclavage était très courant. Comment serait-ce dans l'Empire byzantin? Eh bien, comme tant d'autres habitudes romaines, l'esclavage a heureusement également diminué dans l'Empire byzantin. Les droits des esclaves ont progressivement été renforcés, tandis que les droits des propriétaires d'esclaves ont progressivement été restreints. Par exemple, après l'empereur Justinien, tuer un esclave était considéré comme un meurtre, et un esclave avait beaucoup plus de droits pour se défendre contre l'injustice. Après la première moitié du 7e siècle, les esclaves étaient déjà une vue rare. Cependant, il convient de noter que même si elle était finalement justement mal vue par la société en raison de l'influence croissante du christianisme, l'esclavage restait légal même après 700. Par exemple, on dit que Basile Ier a reçu 3000 esclaves en cadeau au 9e siècle, et l'eunuque de Basile II aurait également possédé quelques milliers d'esclaves. Des esclaves étaient encore vendus à Constantinople, et par exemple, lors de la reconquête de la Crète, on dit que 200 000 femmes et enfants ont été ramenés comme esclaves à Constantinople. Mais de telles choses sont devenues de plus en plus rares, et au XIIe siècle, les esclaves se sont lentement transformés en serfs liés à certaines terres, ce qui deviendrait essentiellement le système féodal. La nourriture a également changé par rapport au temps romain antérieur. Quand l'Égypte, le grenier de l'Empire, est tombé, évidemment, l'absence d'importation de céréales a entraîné une baisse de la consommation de nourriture à base de céréales.
Ainsi, les aliments à base de viande et de poisson sont devenus la norme. Cependant, bien sûr, le pain dans toutes ses variétés était toujours consommé. Bien sûr, la célèbre sauce de poisson fermentée, que les Romains aimaient appeler garum, était toujours très populaire, bien jusqu'à la fin de la période byzantine. Le porc salé était également très populaire, tout comme le poulet, mais le bœuf n'était pas si courant, car le bétail était le plus souvent utilisé pour travailler les champs. Nous trouvons donc une riche variété de nourriture, que j'explorerai bien sûr dans une vidéo à part. Et bien sûr, une riche variété de vins différents était consommée. En fait, les vins byzantins étaient très à la mode en Europe de l'Ouest. Et le logement en lui-même? Comment vivaient les gens de l'Empire byzantin? Eh bien, le Puys avait souvent de grandes maisons à plusieurs pièces, avec des cours intérieures, des salles de bain, des jardins, des fontaines, et même une petite chapelle. Les pièces publiques de ces maisons avaient des sols en marbre et des murs décorés de mosaïques, tandis que les pièces privées, comme les chambres, qui étaient généralement au deuxième étage, avaient des intérieurs peints. Mais les citoyens plus pauvres dans les grandes villes, surtout à Constantinople, vivaient dans des immeubles d'appartements de type insulaire, faits de briques et de mortier, tout à fait similaires aux insulae de l'ancienne Rome, et ils avaient aussi plusieurs étages. Bien sûr, il n'y avait pas d'eau courante, donc l'assainissement était assez rudimentaire, encore une fois similaire à l'ancienne Rome. Dans les zones rurales, un petit groupe de maisons pourrait être construit pour former un village. Les bâtiments ici avaient de 2 étages, le bas pour les animaux et le haut pour les agriculteurs, et une cour intérieure surplombée par une véranda. Les maisons rurales n'avaient pas d'eau courante, et il n'y a aucune preuve de salle de bains intérieure. Nous pouvons donc voir que, bien que la vie dans l'Empire byzantin ait été très différente des époques romaines précédentes à certains égards, elle était encore assez similaire aux époques romaines précédentes à d'autres égards. Et donc, nous pourrions encore trouver de nombreux aspects romains chez les soi-disant byzantins, même après 700 après Jésus-Christ. Et merci de liker et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et je tiens bien sûr à remercier tous ceux qui soutiennent Majorianus, sous une forme ou une autre, que ce soit via Patreon, l'adhésion à YouTube, ou par un don PayPal. Merci de soutenir Majorianus, afin que je puisse continuer à faire de cette chaîne un espace dédié à l'histoire de la fin de l'Empire romain. Pour en savoir plus sur Constantinople en 800 après Jésus-Christ, regardez cette vidéo en haut à droite. Mais si vous voulez en savoir plus sur pourquoi je ne suis pas un grand fan du terme Empire byzantin, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gratias Tibiago et Benevalete.